Comment calculer la rentabilité des systèmes IA que tu vas développer et déployer à l'intérieur de ton entreprise? Alors, ça peut paraître bateau, mais c'est vachement important de faire tout ce travail en amont avant de déployer les ressources nécessaires directement dans les projets. On a acquis cette méthodologie après avoir accompagné une vingtaine d'entreprises dans la stratégie, dans le développement et dans le déploiement de l'IA. Tu peux prendre un rendez-vous pour découvrir notre stratégie de squad directement dans la description. Le premier point, c'est d'avoir un alignement stratégique entre les projets IA et les KPIs qui ont un intérêt dans ta roadmap business. C'est extrêmement important comme on va le voir par la suite. Le deuxième point, c'est d'avoir une clarté sur le coût des solutions existantes, que ce soit des humains que tu as placés en CDI, en CDD, en Presta, ou des logiciels qui automatisent tes process, ou d'autres coûts existants. Troisième point, la cartographie des flux, data existants, data voulus, cartographie technique, cartographie kinétique, c'est-à-dire les processus que tu vas mettre en place, qui vont permettre d'éviter pas mal de problèmes, tels que la complexification des projets. Ça peut prendre plus de temps, ça peut demander des expertises que tes hommes actuels n'ont pas, ça peut demander des coûts externes, ça peut demander des API qui ne sont pas RGPD, ça peut demander pas mal d'éléments et on a besoin d'identifier toute cette surface avant de réaliser le POC et avant de l'industrialiser. Quatrième point, le développement d'un ou de plusieurs POC. POC, ça veut dire Proof of Concept, c'est l'équivalent d'un MVP dans un environnement simplifié. Donc pour une personne, et par la suite, tu vas pouvoir monter en charge le POC à l'échelle de l'entreprise ou du groupement. Cinquième étape, mesurer l'impact réel dans l'environnement, puis choisir un go, un no-go ou un iterate pour la suite. Okay, donc passer de POC à industrialisation. Petite note, il faut être pragmatique. Si tu veux 100%, 110%, 120% de la puissance, que tu n'as pas ou peu de budget et que tu veux tout déployable on-prem, il faut savoir faire des concessions. Alors, la répartition de ces différents points sont, à mon avis, que l'alignement stratégique joue pour 30%, okay, la précision sur les coûts actuels sur 25%, la cartographie sur 15%, le développement des POC sur 20%, l'industrialisation sur 10%. Rentrons un peu plus dans les détails. L'étape numéro 1, on va parler de l'alignement stratégique. Est-ce réellement un point critique? Donc, les projets IA sont vecteurs de création de valeur uniquement s'ils ont un objectif business qui est relié à ce projet ou ces projets, tels que une réduction des coûts, une réduction des erreurs, l'industrialisation de process activement faits à la main, l'augmentation de revenus et ou de marge, l'augmentation de valeur perçue niveau tech. Comment tu peux développer des assets tech que tu vas pouvoir marketer sur les réseaux sociaux ou sur toute autre surface de distribution. Les points de risque sont, si tu n'as pas d'alignement stratégique, tu peux burn du cash, okay, donc tu peux dépenser de l'argent dans le vide, tu peux t'endetter techniquement, c'est-à-dire que tu vas surcharger de travail ton équipe IT, data, ton équipe de développeurs, et ensuite ça peut entraîner une perte de confiance dans l'IA. Pourtant, l'IA est très puissante, mais il faut savoir bien cadrer les projets dès le départ et d'ici les prochaines années, l'implémenter de manière incrémentale. Alors, le framework que je recommande pour avoir un alignement stratégique, c'est reconnaissance, attaque, consolidation. Donc, phase 1, reconnaissance, il va falloir que tu comprennes le terrain, c'est-à-dire l'écosystème, l'environnement qui t'entoure. Pour cela, tu vas faire des cartographies des flux existants, des flux voulus, des processus, des actions que tu dois mettre en place et surtout de la technique. Donc, des technologies que tu vas employer derrière qui vont révéler des contraintes éventuelles. Tu vas aussi lister les KPIs qui ont effectivement un sens, comme je te l'ai mentionné juste avant, ce qui va te permettre de définir les ressources nécessaires. Comme tu le vois, cartographie, KPIs, ressources. Phase numéro 2, attaque. Donc là, tu vas prendre du terrain. Pour prendre du terrain, tu vas commencer à développer. Tu vas développer des POC. Qu'est-ce qui vont te permettre de mesurer l'efficacité des POC, le delta entre les KPIs actuels après les POC et ceux que tu avais estimés durant l'étude, les dérivés des coûts qui en découlent et les risques identifiés. Donc typiquement, tu vois qu'il y a un risque de sécurité à tel endroit ou un risque de RGPD à tel endroit ou un risque d'explosion de coûts d'API, de requêtes LLM. J'espère que tu commences à comprendre à quel point c'est important de le faire de manière méthodique. Ensuite, la phase numéro 3, c'est la phase de consolidation. C'est lorsque tu vas monter en charge tous les éléments que tu as fait au préalable, ce que j'appelle la phase d'industrialisation. Okay, tu vas mettre en place une feuille de route sur les
6 prochains mois, sur les 12 prochains mois, sur les 3 prochaines années. Ok, ça va dépendre aussi de la taille de ton entreprise. Par la suite, tu vas pouvoir déployer de manière plus conséquente les workflows IA. Typiquement, imaginons que tu passes de serveur en CPU en GPU, donc tu décides d'investir, de faire l'inférence des LLM directement sur des GPU hébergés en Europe, voire même en France. Tu peux décider d'acheter des cartes GPU, tu peux décider de les louer sur Scaleway, de les louer sur OVH. Pourquoi? Parce qu'ils sont segment cloud. Et ça va te permettre aussi de justifier l'investissement supplémentaire. Étape numéro 2, le calcul des coûts actuels et cachés substitués à l'IA. Donc les principaux postes de coûts qu'on peut repérer. Le premier, c'est le salaire brut annuel multiplié par le nombre de postes que tu vas cibler via l'automatisation et l'IA, okay, sans compter les primes éventuelles. Le salaire brut, tu le multiplies par les charges patronales qui sont d'environ de 42% en France. Et après, tu le divises par le nombre d'heures productives. Je dis bien d'heures productives, c'est vachement important. Ensuite, tu as aussi un poste de coût au niveau des processus inefficients. Okay. Pourquoi? Parce que tu peux perdre de l'argent et ou du temps lorsque tu as des processus inefficients qui potentiellement peuvent être automatisés. Alors, potentiellement, ça ne va pas valoir le coup. Mais ça peut valoir le coup, surtout si tu as les ressources en termes de développement et en termes de trésorerie pour te dire, OK, j'automatise pour 3 000 euros tout ce processus. Okay, et je sais que j'aurai un ROI sur 4 mois et demi. Autre poste de coût, le turnover des employés. Donc, je ne sais pas si en moyenne, les employés chez toi restent 3 à 5 ans. Il y a un onboarding à faire, c'est-à-dire que tu dois former tes employés. Il y a un offboarding, c'est-à-dire qu'il y a des coûts, surtout en France, lorsqu'un employé quitte l'entreprise. Et enfin, le poste de coût associé au rework, c'est-à-dire le travail à refaire. Alors, il y a évidemment d'autres postes de coût. J'ai uniquement mentionné ceux qui me venaient à la tête et qui me semblaient associés à l'IA. Voyons un exemple simplifié de l'automatisation du service client. On réalise actuellement pour plusieurs de nos clients, que ce soit dans l'IT et dans le e-commerce. Okay, on peut voir différentes activités, donc typiquement l'ouverture d'un ticket, la qualification, la résolution niveau 1, escalade niveau 2, des durées associées différentes, 4 minutes, 6 minutes, 12 minutes, 30 minutes, un volume annuel, un coût horaire associé à l'employé ou au prestataire qui réalise la tâche en question, le coût annuel associé, le pourcentage d'automatisation. Donc typiquement sur l'ouverture d'un ticket, tu vas pouvoir l'automatiser à 90%, mais sur une escalade de niveau 2, tu vas pouvoir l'automatiser que de 10%. Et ensuite, tu vas pouvoir calculer tes économies. Donc là, 1,2 million. Cependant, il faut compter qu'il y a aussi des coûts aux projets IA qui ne sont pas forcément anodins. Donc forcément, tu as les coûts de développement. Donc soit tu as des employés qui sont déjà des développeurs spécialisés ou non, soit tu vas employer des prestataires comme nous. Ensuite, il y a potentiellement un coût au niveau des données que tu peux racheter. Ensuite, tu as un coût au niveau de l'infrastructure que tu vas potentiellement acheter ou louer. Tu as un coût de maintenance des systèmes IA existants. Okay. Tu as un coût des IA en elles-mêmes, donc les LLM, ou autres services API dont tu as besoin pour intégrer à l'intérieur de tes workflows d'automatisation, sachant que je rentrerai en détail dans d'autres vidéos sur les coûts des LLM et comment optimiser ces coûts. Et effectivement, les coûts d'intégration entre les différents logiciels, comprendre les documentations API. Notamment, nous, on utilise M8N. On a pas mal de vidéos sur le sujet, ce qui nous permet d'orchestrer des automatisations et de plug les différents logiciels facilement pour automatiser dans le back-end des logiciels, des processus avec l'IA. Étape numéro 3, qui est simplifiée, et lorsque nous, on réalise des études, on va plus en profondeur, mais la cartographie des flux existants. Donc, le premier flux qui est vachement important, c'est tout ce qui est data mapping. Donc, on a besoin du source system, c'est-à-dire les applications de base d'origine, telles que l'ERP, CRM, IoT, fichiers tiers, qui hébergent les données brutes à cartographier. Okay. On y recense, par exemple, les schémas, la volumétrie, la latence et les propriétaires métiers. Ensuite, on a la partie ingestion de données, okay, qui est un mécanisme de collecte, passer la donnée du point A au point B, typiquement via des ETL ou via des data pipelines, ce qui permet de garantir tout ce qui est capture complète, horodatage, sécurisation, et après prendre ces données, les envoyer soit par exemple à tes dashboards de BI, soit par exemple à tes entraînements de modèles, soit par exemple sur ceux où on est spécialisé, c'est-à-dire tout ce qui est automatisation, agent IA.
On a aussi souvent besoin de ce qu'on appelle un staging layer. C'est une zone de tampon provisoire où les données sont stockées as is, ok, excusez-moi l'anglais, ce qui permet de tracer l'état brut, d'isoler la transformation du reste du pipeline et de rejouer les changements si besoin. Donc ça, c'est vachement important. Point numéro 4, on a tout ce qui est mapping et transformation de données. Donc c'est même lorsque tu fais de l'automatisation et des agents IA. Pourquoi? Parce qu'ils seront aussi puissants et efficients en fonction de la donnée, de la qualité de la donnée que tu vas lui fournir et de la pertinence avec le lien entre les données et ton entreprise. Donc typiquement, par exemple, des méthodologies qui sont clés à l'intérieur de ton entreprise, si tu arrives à bien les injecter à l'intérieur de tes agents, typiquement avec du prompt engineering, avec du RAG et éventuellement du fine-tuning si tu pousses les choses encore plus loin, tes agents IA vont être plus performants. Okay, donc, tu as des mécanismes tels que la normalisation, l'enrichissement, le déduplicage, le typage, le calcul de clés techniques et la gestion des valeurs manquantes. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le target schema, ce qui est un modèle de données final, okay, donc entrepôt, data mart, lakehouse ou API contract, okay, ça dépend du scénario, qui est optimisé pour la consommation. Nous, de notre côté, on fait un mix à la fois d'un côté où on va les stocker d'une manière non structurée et d'une manière structurée. Donc, d'une manière non structurée, typiquement, dans le RAG, on va pouvoir plug les agents IA et les automatisations, et de manière structurée à l'intérieur de dashboards ou de tableaux tels que Airtable, qui va permettre à l'entreprise de pouvoir avoir une indication de comment fonctionnent les automatisations, de comment le processus de données fonctionne. Et vous allez me dire, oui, mais Airtable, ils ont une API qui passe aux États-Unis. Bon, savoir qu'il y a Baserow qui est l'équivalent qui est déployable on-prem. Ensuite, on a tout ce qui est validation et QA. Cartographie numéro 2, tout ce qui est flux des processus. Donc ici, ensuite, l'input, le process, le contrôle, l'output et celui qui va consommer les éléments précédents. Donc le key, c'est l'équivalent du suppliers. Okay, donc c'est l'entité ou le système qui fournit la matière première, qui est donc base de données interne, application métier, API externe, partenaire, équipe sur le terrain qui va potentiellement récupérer de la data. Ensuite, on a l'input, donc la donnée, métadonnées, les règles d'entreprise nécessaires au traitement, des fichiers CSV, des flux temps réel, des schémas, des dictionnaires de référence, des contraintes RGPD, etc. Troisième, le process. C'est une suite d'étapes qui transforment les inputs via une ingestion, nettoyage, enrichissement, feature engineering, exécution du modèle ou moteur de règles déterministes. Quatrième point, on a le quality control, donc c'est la validation intermédiaire avant la diffusion. Ensuite, on a l'output en cinquième point, c'est tout ce qui est livrable, exploitable par le business. Cinquième point, on a l'output, c'est tout ce qui est livrable, exploitable par le business, tel que prédiction, rapport, analyse, API, dashboard, jeu de données. Et le dernier point, le customer, c'est l'utilisateur final, interne ou externe à l'entreprise qui consomme les outputs. Quatrième étape, le développement d'un ou de plusieurs POC. Donc là, tu peux déployer une stack si jamais tu as déjà une stack d'applications et de microservices directement sur tes serveurs ou garder du full cloud. Ça va être selon tes contraintes, tes scénarios, tes compétences. Et ensuite, point numéro 2, tu vas développer tes workflows en low-code ou en code. Lorsqu'on est sur du POC, le low-code, ça reste plutôt bien, surtout via une mitaine. Exemple, mon associé Benoît, il a fait une vidéo cette semaine sur tout ce qui est automatisation de matching de factures pronto. Donc, lorsque vous recevez des emails ou lorsque toute votre équipe reçoit des emails de facturation, on va aller les matcher en automatique sur un mitaine et on peut même se connecter au logiciel qui envoie la facture. Donc, le SaaS où vous avez un abonnement pour pouvoir récupérer des informations et directement par la suite les envoyer sur Conto. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a une feature qui vient de sortir. Oui, mais la feature n'est pas aussi performante. Dernière étape, étape numéro 5, mesurer l'impact réel dans l'environnement, puis décider ou non d'industrialiser le POC. Donc, pour pouvoir valider qu'un prototype IA mérite le passage en production, il va falloir commencer par instrumenter chaque prédiction, c'est-à-dire récupérer tout ce qui est log technique, tel que la latence, les coûts en GPU, en infra, en API, en service externe, okay, et les métriques métiers qui sont associées. Ensuite, on va pouvoir tester tout ce qu'on appelle A/B test, okay, pour disposer
de ce qu'on appelle un groupe de contrôle qui est statistiquement robuste. C'est-à-dire que effectivement, si tu as fait tourner le workflow 2 ou 3 fois, tu n'es pas certain que c'est rentable. Par contre, si tu l'as fait tourner 100 fois, tu vas pouvoir vérifier quels sont les coûts, okay, quels sont les rendements, quels sont les risques associés. Okay, et derrière, tu vas voir si éventuellement il y a des erreurs. Aussi, après avoir testé plusieurs fois, tu vas pouvoir comparer tout ce qui est delta entre KPI, éventuellement exiger une amélioration. Donc, tu vas améliorer ton POC et après, tu décides d'industrialiser. Donc, Go, donc industrialisation avec pipeline, CICD, monitoring, SLA, iterate. Donc, soit tu go, soit tu iterate. C'est-à-dire que tu améliores parce que tu as décidé que c'était pas assez performant, ou il y avait telle contrainte qu'on n'avait pas pris en compte, ou un no-go, c'est-à-dire que tu libères les ressources que tu avais déployées, que ce soit des ressources développeurs ou consultants, sur d'autres cas d'usage parce que tu as déterminé que celui-ci n'était pas pertinent. Si la vidéo t'a plu et surtout t'a été utile, tu peux liker, t'abonner, ça aide toujours grandement l'algorithme.